Bonjour, bienvenue dans cette présentation. Une présentation que j'ai donnée le 28 novembre à Paris lors de la Silver Economy Expo, conférence devant un parterre de chefs d'entreprise et d'autres professionnels sur 5 conseils des pionniers. Mon idée était la suivante. Mon idée était de poser la question à plusieurs dizaines de pionniers du marché des seniors, c'est-à-dire ceux qui avaient vraiment réussi à développer leurs produits ou services à destination des seniors, et leur poser la question, d'après vous, quels seraient un ou deux conseils que vous donneriez à des entrepreneurs qui démarrent ou à des responsables marketing qui sont en train de lancer un produit ou un service sur les seniors ou qui sont en train de réfléchir à développer leurs produits à destination des seniors. Donc, on a interviewé plusieurs dizaines de chefs d'entreprise ou de responsables marketing dans plusieurs pays, et je vous propose de parcourir les 5 conseils qu'ils donnent aux chefs d'entreprise, notamment si vous souhaitez développer un produit ou un service à destination des seniors, que vous soyez chef d'entreprise ou responsable marketing. Donc tout d'abord, la méthodologie. 112 dirigeants d'entreprise réussis sur le marché senior ont été interviewés. Quand je dis dirigeant, c'est soit le chef d'entreprise qui a sa propre entreprise, soit c'est un responsable marketing, un chef de groupe, dans un grand groupe par exemple, qui s'intéresse aux seniors ou qui s'est intéressé aux seniors ou qui a un produit ou un service à destination des seniors. Pour moi, les seniors, dans cette présentation, pour moi, les seniors étant les plus de 55 ans. L'étude a été réalisée par Global Aging Consulting, qui est un cabinet d'études et de conseils en stratégie que je dirige depuis de nombreuses années, avec une expérience depuis pratiquement 20 ans sur le marché des seniors. Et nous sommes présents à Berlin, Paris, Tokyo, Londres et New York en direct. Et ensuite, on est via un réseau fédéraliste regroupé avec d'autres pionniers du marché des seniors tels que le nôtre, dans le sens service. Et on couvre à peu près l'ensemble des pays développés. Cette étude a été réalisée en septembre et en octobre 2018, et elle a été réalisée en Allemagne, France, Grande-Bretagne et USA. Donc autrement dit, les 112 dirigeants d'entreprise ont leur entreprise dans un de ces 4 pays. Il y a des présupposés à savoir pour bien comprendre ce qui va suivre. C'est que les conseils, les 15 conseils, sont à appréhender en fonction de chaque situation, de chaque objectif. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas apprendre par cœur ces 15 conseils et les appliquer à la lettre. Ça va dépendre, bien entendu, de votre secteur d'activité, de votre produit, de votre service, mais aussi de votre objectif. Si votre objectif, c'est de créer une entreprise, même sur un marché qui est un peu bancal sur la Silver Economy, pour après trouver une sorte de pigeon, je blague un petit peu, une sorte de pigeon pour racheter vos parts et votre entreprise, c'est tout à fait différent de quelqu'un qui veut développer une entreprise sur le long terme. Bref, les conseils sont adaptés au cas par cas. Et ensuite, bien sûr, imaginez-vous bien, lorsqu'on a posé la question aux 112 chefs d'entreprise ou professionnels de citer un ou deux conseils, et ensuite on a fait une typologie dans 15 éléments que je vais vous présenter. Bien sûr, donc ce n'est pas bien sûr exhaustif, ils ont cité bien sûr beaucoup d'autres points importants. Qui je suis, Frédéric Serrière, donc je suis conseiller en stratégie sur le marché senior depuis pratiquement 20 ans. Donc on aide les entreprises à développer sur le marché senior, soit créer des stratégies spécifiques. Donc on est très stratégique, concrètement c'est comment on fait et pas uniquement la connaissance du marché des seniors. Ensuite, nous avons un think tank qui s'appelle Age Economy, où on fait des soirées DG-PDG, notamment à Berlin et à Londres à l'heure actuelle.
On a le réseau international et on a dit des portails d'information. En France, vous pouvez lire le site ageeconomy.com, qui est un site B2B d'information. Ensuite, je suis investisseur et actionnaire de plusieurs entreprises sur notamment le marché des seniors, aussi bien dans les EHPAD, les résidences seniors, les services et les technologies, pour faire simple. Le réseau Global Engine Consulting est présent propre donc à Berlin, Londres, New York, Paris, Tokyo. Et ensuite, on couvre d'autres pays développés avec des partenaires. Alors, commençons par le premier conseil que ces 112 chefs d'entreprise ont élu comme étant pas forcément le plus important, mais en tout cas important. Donc, bien sûr, il n'y a pas d'ordre d'importance dans ce que je vais vous présenter. Un point très important, c'est que si vous développez l'entreprise sur la Silver Economy, vous avez décidé d'être à votre compte, de créer votre propre entreprise. Et ce qu'il faut être clair, c'est clair avec ses valeurs et son objectif. Alors bien sûr, c'est vrai, mais c'est un petit peu moins vrai si on est salarié, puisqu'en fait, si vous êtes salarié, vous exécutez la direction qu'a donnée votre entreprise. Si vous créez votre propre entreprise, vous êtes beaucoup plus libre. Donc, il faut être clair avec son objectif. Qu'est-ce que vous voulez dans 1 an, 2 ans, 10 ans, etc. Qu'est-ce qui est important pour vous dans ce projet? Donc c'est une partie coaching. Et si vous êtes des associés, bien sûr, on s'aperçoit que il est important d'avoir un objectif commun et des valeurs communes. Beaucoup l'oublient, et moi-même dans 1 ou 2 entreprises, je l'avais un petit peu oublié au début. Et ce qui se passe, c'est que lorsque l'entreprise marche trop bien, ou lorsque l'entreprise ne marche pas bien, on voit apparaître vraiment les différences de valeurs et les conflits dans les entreprises, entre les associés. Si ça marche bien, il y aura un associé qui ne sera pas d'accord parce que l'autre aura travaillé plus, par exemple, ou inversement. Bref, il y aura vraiment différentes possibilités et des conflits. Ensuite, si vous êtes conforme avec vos valeurs, vous serez beaucoup plus motivé. Et comme on va le voir par la suite, développer une activité sur le marché des seniors, contrairement à ce que vous font peut-être croire certains, notamment à Paris, qui exagèrent vraiment l'ensemble du secteur d'activité. Développer une activité sur les seniors pour les 112 chefs d'entreprise ou dirigeants que nous avons interviewés. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui nous aient dit que c'était facile. Tous les autres ont jugé cela difficile. Pas forcément plus difficile que lancer une activité sur un autre secteur d'activité que les seniors, mais en tout cas difficile pour plusieurs raisons dont on va voir certaines par la suite. Donc, avoir un objectif clair, on s'aperçoit que ceux qui ont réussi sur la Silver Economy avaient un objectif clair. Ça peut être un objectif de taille d'entreprise, ça peut être un objectif de sérénité, ça peut être un objectif de chiffre d'affaires, de bénéfices pour les actionnaires, ça peut être un objectif de nombre de salariés. Par exemple, quand on écoute le PDG de O2, Guillaume Richard, son objectif, un de ses objectifs qu'il explique, c'est d'être la première société de service à la personne au monde. Voilà, donc là, c'est clair qu'il y a un objectif et tout le monde est drivé par cet objectif. Donc, et ensuite, avoir vos valeurs, des valeurs qui sont claires. Et des fois, j'assiste des startups ou des entreprises dans lesquelles on voit qu'il y a des conflits de valeurs entre les associés. Certaines fois, l'association éclate. Et dans d'autres cas, on peut rafistoler un petit peu en faisant prendre conscience à chacun des associés qu'il a différents objectifs. Il faut avoir des valeurs identiques entre les associés lorsque vous lancez votre entreprise, mais également, si vous faites des augmentations de capital et que vous faites rentrer des investisseurs extérieurs, il faut valider que leur objectif à eux soit conforme avec le vôtre, et ça peut
foirer, entre guillemets. Il se peut que si vous faites rentrer, par exemple, dans votre entreprise, si j'accepte, et puis bien sûr s'il y a une demande, bien sûr, moi je vais regarder quand est-ce que je vais pouvoir sortir, si c'est un sujet qui ne me passionne pas vraiment. Vous voyez ? Donc, est-ce que ça sera le même objectif que vous ? Peut-être qu'après, un investisseur va vous forcer à revendre votre entreprise au bout de 5 ans à quelqu'un d'autre, alors que vous ne voudrez pas le faire. Donc, conformité des valeurs et des objectifs entre les associés et aussi entre les investisseurs. C'est-à-dire, en fait, vous devez pouvoir choisir, à mon sens, les investisseurs en fonction de leurs propres objectifs, mais également de leurs valeurs. Si on n'a pas ça, c'est très facile, avec une difficulté, ou avec, au contraire, une solution qui nous paraissait beaucoup plus simple de se développer, de changer de cap de sa stratégie, de son orientation, et d'aller dans un champ, dans un chemin qui n'est pas conforme à vos valeurs, et là vous verrez la difficulté apparaître, parce que vous ne serez plus forcément vraiment motivé. Donc voilà le premier point. Le deuxième point, c'est on s'aperçoit effectivement que ceux qui ont fortement réussi sur le marché des seniors ont dans leur tête un objectif de ROI, de retour sur investissement. Ils ont un objectif de retour sur investissement pour l'entreprise, mais aussi pour eux en tant qu'actionnaires, en tant que créateurs d'entreprise, concrètement, combien de dividendes à la fin. C'est très important, et effectivement il l'explique, et on s'aperçoit qu'ils avaient vraiment une ligne de combien ils voulaient gagner. Donc il faut penser ROI à plusieurs niveaux. Il faut penser ROI bien sûr pour les créateurs, combien les créateurs veulent gagner en marge, en retour sur investissement, de son temps, de son argent, et puis de ce que l'on veut faire bien sûr. Il faut penser ROI pour les investisseurs. Les investisseurs demandent des ROI, des capitaux risqueurs, par exemple, demandent des ROI qui sont ce qu'ils sont. Et en plus, ils vont vous demander probablement de revendre votre entreprise, ou de revendre leur part, ou de racheter leur part, au bout d'un moment. Mais il faut également penser au ROI, au retour sur investissement des partenaires. Et ça, en France, c'est vraiment différent d'Allemagne. En France, où on a tendance vraiment à avoir une culture égocentrée, c'est très surprenant de voir des entreprises françaises venir vous voir. Alors eux, leur objectif il est très clair, leur intérêt il est très clair, mais ils ne pensent pas à l'intérêt financier ou autre de leur interlocuteur. Donc il faut vraiment penser au retour sur investissement des partenaires. Si un partenaire, par exemple, c'est les EHPAD, les maisons de retraite, il faut penser que les EHPAD ont aussi des retours sur investissement à obtenir, ils ne peuvent pas perdre d'argent tout le temps. Donc il y a des marges à réaliser pour investir, pour améliorer le bien-être, pour améliorer le travail des salariés. Donc il faut que vous pensiez aussi au retour sur investissement des partenaires. Alors les partenaires, ça peut être des EHPAD, ça peut être des distributeurs, ça peut être des fournisseurs de certaines parties, ça peut être des partenaires pour proposer un complément à votre produit, et là aussi il faut penser au retour sur investissement des partenaires. Mais il faut également penser au retour sur investissement des financeurs. Il se peut que vous développez un produit ou un service qui pourrait être peut-être pris en charge par un organisme, ça peut être une caisse de retraite, ça peut être le département, ça peut être la conférence des financeurs, donc plusieurs groupements de financeurs qui sont regroupés département par département, ça peut être la sécurité sociale par exemple. Et bien là aussi, il faut prouver qu'il y a un retour sur investissement pour la Sécu si vous pensez, si vous voulez ou si vous espérez que votre produit ou service soit remboursé par la sécurité sociale. Et il y a des exemples. À Nice, il y a une chercheuse qui a développé une marque de biscuits protéinés. Il y a une étude clinique qui a été réalisée et qui a montré un bénéfice pour la Sécu
si on prescrit ce type de biscuit enrichi en protéines pour les personnes qui sont à domicile notamment et qui sont dénutries. Voilà. Donc là, effectivement, le marché de cette entreprise peut vraiment beaucoup se développer, en tout cas un beau potentiel, parce que c'est remboursé par la Sécu, donc beaucoup moins cher pour les seniors. Mais pour cela, il faut vraiment prouver le retour sur investissement de ces financeurs. Et dans les 112 que nous avons interviewés, donc il y a vraiment de tout dans les 112. Il y a des services, par exemple il y a l'immobilier comme Del Webb aux États-Unis, il y a Saga qui est l'entreprise qui cartonne en Grande-Bretagne, il y a la Vodafone qui développe un produit pour les seniors en Allemagne, et d'autres entreprises comme Easy Shower en France qui aménagent les salles de bain pour les seniors. À chaque fois, ces personnes ont travaillé leur ROI et le ROI de leurs partenaires. Alors bien sûr, en France, mais pas qu'en France, dans un pays égocentré comme la France, on trouve des entreprises sur la Silver Economy qui ont obtenu leur propre ROI en bridant leur salaire, et c'est un euphémisme de le dire, bon bref, en maltraitant entre guillemets leurs salariés, en égrabouillant les partenaires, en tout cas en leur laissant des miettes. Ils ont trouvé des partenaires qui avaient vraiment très faim et ils ont réussi bien sûr à bouffer sur leur dos. Mais un jour ou l'autre, quand il s'agit de passer au stade supérieur, ça coince, parce que d'autres entreprises sont au courant que ces chefs d'entreprise ne sont pas très honnêtes et ils ne veulent pas s'associer avec eux. Parce que le monde de la Silver Economy est encore très petit au niveau de la profession, j'entends, et on peut très facilement être mal vu, et si on a un comportement qui est détestable, comme celui de ces chefs d'entreprise, donc ça c'est un jugement personnel, ceux qui sont un peu éthiques comme moi, bien sûr, refuseront de travailler avec eux. Donc voilà, pensez au ROI chez vous tout de suite, et aussi celui des partenaires et des financeurs. Ensuite, dans les 112 interviews, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui revient très souvent, et notamment chez certains qui n'y avaient pas pensé au début, et qui ont eu des échecs pour ensuite après réussir, après avoir réajusté le tir, c'est penser à la commercialisation très en amont. Développer un canal, trouver le bon canal de distribution, ça prend du temps pour les seniors. Le mettre en place, ça prend beaucoup de temps pour certains canaux de distribution. Développer un réseau d'agents commerciaux, ça prend du temps. Pouvoir être référencé dans un circuit de distribution, ça prend du temps. Donc, c'est un processus dont expliquent ceux qui ont vraiment réussi sur les seniors, comme Great Call, qui est un opérateur téléphonique aux USA. Tout de suite, il a développé un circuit de commercialisation. Il a utilisé les bons outils dès le début. Certains vont développer le produit et seulement après vont s'imaginer comment le commercialiser. Ça, c'est une très grave erreur, parce que même ceux qui pourraient être prêts à le commercialiser ont leurs exigences. Et d'autres, en fait, ils pensent très en amont. Je prends un exemple. Si vous pensez développer un produit et le commercialiser via les pharmacies, les pharmaciens ont des exigences qui sont très précises, et dont deux au moins, comme le packaging par exemple, pour les éléments sur le packaging, doivent être pensés très en amont, parce que sinon vous risquez de développer un produit, plus un packaging, plus une méthode de vente, et qui soit refusé, qui ne soit pas en adéquation avec ce qui est important pour le pharmacien. Et celui-ci va refuser de vendre votre produit. En tout cas, c'est même pas ça, c'est les centrales d'achat ou les groupements comme Copper refuseront de commercialiser votre produit parce qu'il ne répond pas à ce qui est important pour les pharmaciens.
Et les pharmaciens ne veulent pas passer trop de temps sur votre produit, et en tout cas ne sauront pas le vendre. Donc, il faut vraiment penser à la commercialisation très en amont, en intégrant carrément plusieurs pistes. Nous, généralement, ce que l'on fait avec des entreprises, notamment sur la téléassistance ou d'autres produits de grande consommation, c'est que l'on va imaginer, travailler avec les clients potentiels pour définir le canal ou les canaux de distribution qui sont les plus cohérents avec ce que les seniors veulent. Parce que là aussi, certains ont développé des canaux de distribution ou ont utilisé des canaux de distribution pour un produit, mais le canal de distribution qu'ils ont choisi n'est pas cohérent avec ce que veulent les seniors. Donc en fait, il faut vraiment, et bien sûr ça ne fonctionne pas, donc il faut vraiment une cohérence entre le produit, le type de produit, le canal de distribution, ce que les acteurs de la distribution veulent, et ensuite, bien sûr, les achats potentiels. Il faut que tout ça soit cohérent. Ce que je dis, c'est évident, mais si vous regardez les startups sur la Silver Economy, la très grande majorité n'ont pas défini ou étudié leurs moyens de commercialisation très en amont. Ils ont dû faire des itérations après et ils ont perdu du temps. Si on ne développe pas son circuit de distribution très en amont de la réflexion, on perd du temps. Ensuite, sauf si vous êtes du même caractère ou même psychologie que Moïse Zainer. Moïse Zainer est un entrepreneur chez l'entreprise au Canada qui possède plusieurs radios comme Radio Classique, ce réseau de radio, c'est un homme de médias en fait. Maintenant il dirige la CARP. La CARP, c'est l'association canadienne des seniors, en fait, des personnes retraitées. Il a aussi une radio qui s'appelle Zoomer Radio, la radio pour les baby boomers, un réseau de radio. Et il possède également des sites internet et des magazines pour les seniors. Et j'ai eu la rencontrer à plusieurs reprises lorsque j'aidais des chefs d'entreprise ou j'aide des chefs d'entreprise au Canada. Et il me dit, c'est toujours, et là je provoque un petit peu parce qu'il m'a souvent dit, il me dit toujours, non mais toi tes études, je sais que c'est important, mais pour moi ça marche pas. Et alors effectivement, il me dit non, c'est pas que ça marche pas, il me dit c'est que j'en ai pas besoin. Moi je sais ce qui est bon, je sens les choses. Effectivement, Moïse Zainer, il a un caractère psychologique et une connaissance en fait, et une expérience qui fait qu'il sent bien les choses. Quand je dis il sent bien les choses, il sent si un projet va fonctionner, c'est qu'il sent de manière juste, avec justesse. La plupart d'entre nous, lorsque l'on sent quelque chose, c'est pas forcément avec justesse et on se plante. Donc, si on n'a pas le caractère de Moïse Zainer, on a intérêt vraiment à faire valider le potentiel de son projet. Sinon, on l'explose totalement. Et donc, à valider sérieusement. Récemment, j'ai rencontré des jeunes entrepreneurs qui, lors d'une conférence sur la Silver Economy, qui viennent me voir et qui me demandent mon avis. Ils m'ont dit, voilà, on est en train de développer une application pour les personnes qui ont Alzheimer et on pense qu'il y a un marché important. Et alors je dis à combien? Ils me disent, il y a plusieurs millions en Europe. Et moi je leur ai répondu, à mon avis, vous allez en vendre maximum 10 000. Et je leur ai démontré, d'ailleurs vous pouvez retrouver la vidéo, j'en parle dans une autre vidéo sur la chaîne YouTube, j'aurais démontré qu'ils n'allaient pas en vendre 1 million, mais qu'ils allaient en vendre 20 000. Donc, ils m'ont fait un petit peu la tête ce soir-là, et l'application, d'après moi, en tout cas j'en ai pas entendu parler, n'a jamais été développée. En tout cas commercialisée, je veux dire. Non, elle avait été développée, mais pas commercialisée. Donc, il faut vraiment valider le potentiel. Imaginons qu'on travaille ensemble et qu'on valide le potentiel ensemble de votre projet, on va le valider, en tout cas nous on va le proposer de valider par rapport aux facteurs explicatifs d'achat. Qu'est-ce qui fait que des retraités vont
acheter votre produit, qu'est-ce qu'il fait? Qu'ils vont signer le chèque. Si on prend par exemple l'aménagement de la salle de bain, il y a plusieurs facteurs explicatifs. Déjà, il faut être propriétaire. Les locataires ont vraiment du mal à faire en sorte que le propriétaire adapte la salle de bain à une personne qui est un peu fragilisée. Ensuite, il faut savoir que le deuxième facteur explicatif, c'est la chute ou une grande frayeur en ayant failli chuter dans la salle de bain. Il y a comme ça 5 ou 6 facteurs clés explicatifs déjà, et c'est par rapport à ces facteurs clés qu'on va définir votre projet. Et on ne va pas poser la question, pensez-vous déménager, voulez-vous déménager à la retraite, êtes-vous intéressé par un résidence senior, parce que là on explose complètement les chiffres. Il y a des chiffres qui sont totalement sortis de leur contexte, pour pas dire faux pour certains d'entre eux, et qui montrent des potentiels du marché dans certains secteurs d'activité qui sont ubuesques. Ils sont x3, quoi. C'est une exagération complète des secteurs d'activité. Donc, il faut vraiment valider concrètement votre secteur d'activité, sauf bien sûr si vous avez la trempe et le caractère de Moss Designer. Dans ce cas-là, allez-y franco. Mais en tout cas, moi je vous conseille quand même de valider. Ah, ça c'est très important. Co-créer avec son avatar. Le nombre de startups et de responsables marketing qui vont co-créer, ça c'est bien, leurs produits, leurs services, avec des seniors lambda qu'ils auront recruté, leurs copains, leurs cousines, leur grand-mère, leur grand-père, les amis de leur grand-père, etc., et qui co-créent le produit avec des personnes tirées au hasard ou trouvées dans la rue, ça c'est l'échec assuré. Car si vous regroupez au hasard des seniors dans une salle pour co-créer votre produit avec des seniors au hasard, les conclusions de votre groupe focus group ou de votre séance de créativité risquent d'être totalement erronées par rapport aux acheteurs réels plus tard de votre projet. Je dis souvent que moi je suis capable de donner la couleur que je verrais bien pour la future navette spatiale de Richard Branson. Vous savez, cette navette spatiale qui va permettre à des ultra riches, ultra riches, de se payer un voyage là-haut dans les étoiles. Hein. Donc moi je suis capable de donner la couleur que je voudrais, même de donner la texture des sièges, carrément, je peux donner mon avis, mais je ne suis pas client et je ne serai pas client, je ne pense pas être client de cette navette spatiale. Donc je ne suis pas certain que mes réponses seront satisfaisantes pour attirer ces ultra riches. Non, si Richard Branson veut savoir la couleur des sièges de sa navette spatiale, il faut qu'il interviewe des acheteurs, donc des ultra riches. Donc lorsque vous prenez des seniors au hasard, étant donné que les seniors sont très hétérogènes, et ben vous avez souvent dans les focus group des gens qui imaginent ce que ça ferait d'acheter tel produit. Ben là vous avez tout faux. Quelqu'un qui est intéressé par un monte-escalier n'est pas forcément quelqu'un qui est en résidence senior, par exemple. Quelqu'un qui a une problématique dans un appartement en centre-ville n'a pas les mêmes références que quelqu'un qui est propriétaire d'une maison à 25 km de cette même ville. Autant deux jumeaux quand ils sont jeunes, bon ok d'accord, ils consomment pareil, etc. Peut-être. Ils s'habillent pareil, peut-être. Mais au bout d'un moment, c'est fini ça. L'histoire a fait que, les situations ont fait que les deux jumeaux ne consomment plus pareil. Donc si vous faites un focus group ou une co-création sans avoir défini au préalable votre avatar, c'est en fait quel est le profil type du client que vous souhaitez, en tout cas idéal pour votre produit, ben vous allez avoir des seniors au hasard dans la salle et les conclusions seront des conclusions issues des seniors au hasard. Et alors là, il y a très très peu de chances statistiques que ça corresponde vraiment. Par contre, nous ce que nous faisons, c'est qu'avant de co-créer, on va définir le profil ou les profils de seniors
qui seront intéressés par votre produit. Alors ça, on sait le faire parce que c'est 20 ans d'expérience. Effectivement, si on me demande de le faire sur les jeunes, je ne serai pas forcément très à l'aise. Donc, avec vous, dans une réunion ou 2 réunions, on va définir voilà, les clients idéaux, ceux qui sont les plus chauds, entre guillemets, les plus en cohérence, qui ont les bonnes valeurs, qui sont les plus demandeurs pour votre produit, c'est ce profil en question. C'est en fait, c'est la personne qui a cette situation familiale, qui habite dans tel endroit, qui a tel revenu, qui a telle valeur, donc on donne également un profil psychologique, bref, on définit le profil d'un avatar. Ensuite, et ça j'explique dans d'autres vidéos, on va vraiment valider s'il y a suffisamment de personnes dans l'avatar en France pour que votre produit se développe. Si ce n'est pas le cas, on va changer légèrement d'avatar, on va trouver notre avatar où on aura une discussion sur cibler différemment. Mais si bien sûr le marché est assez important, et puis que vous êtes en cohérence, et puis que tout est cohérent, dans ce cas-là, bien sûr, on va co-créer, réunir des personnes qui sont dans l'avatar, et co-créer avec cette personne en question. Ça paraît évident quand je le dis, mais lorsque je regarde les startups, il y en a peut-être 2 sur 100 qui respectent ce principe de base. Ceux qui ont créé des entreprises sur la silver economy et qui fonctionnent très bien savent exactement quel est leur avatar. Alors, on pourrait faire une segmentation, peut-être, ça revient un petit peu au même, sauf que développer une segmentation, ça coûte très cher, c'est pas forcément utilisé dès le début, mais en tout cas, vraiment avoir conscience de savoir à qui on s'adresse. Et ensuite, tout est créé en fonction de ça, et les personnes dans l'avatar que vous allez réunir vont définir avec vous le produit, le service, quand est-ce qu'ils vont le consommer, quel est le prix, pourquoi est-ce qu'ils vont le consommer, qu'est-ce qu'ils veulent voir sur la communication, vous allez même pouvoir co-créer la création, et on comprend bien que si vous recrutez des seniors au hasard, ça ne marchera pas, ça bien sûr. Alors pourquoi on recrute des seniors au hasard, et pas dans l'avatar généralement? Parce que recruter des gens qui sont pile dans l'avatar, ça coûte plus cher, parce qu'il faut les trouver. Donc il faut payer des entreprises qui recrutent. Et généralement, ça double le focus group au niveau du coût. Donc, les cabinets de conseil qui, franchement, on n'a rien à foutre, entre guillemets, de votre projet, sauf à faire semblant, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils vous font un devis uniquement du focus group. Et puis, ils recrutent les seniors au petit bonheur de la chance, parce qu'ils n'ont pas prévu de budget. Et nous, derrière, on passe à côté et on dit, voilà, on a le prix pour le focus group, plus pour le recrutement. Donc, ça coûte plus cher, d'accord? Mais vous avez pile la définition réelle par rapport à vos clients potentiels. Et on s'aperçoit au final que les avatars vont définir ont les mêmes idées et vont définir carrément la même publicité. Si vous n'êtes pas ça, bien sûr, on passe à côté parce que la cible est très hétérogène et on va interviewer des gens qui ne sont pas concernés comme moi par exemple, qui ne suis pas concerné par la navette spatiale de Richard Branson. Je suis capable de donner même la couleur du manche de la navette spatiale et voire même la tapisserie derrière le site du lancement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais je ne serais pas intéressé, je ne suis pas intéressé par ce produit, donc c'est totalement ridicule. Donc vraiment, co-créer avec l'avatar. Ensuite, si vous avez assisté à des conférences ces dernières années, vous êtes aperçu qu'il y a une euphorie, sur la silver economy, il y a des remises de prix, on s'applaudit, on se congratule, on apprend à faire des pitchs, on fait des fêtes, bref, on fait des animations, et ça crée une euphorie. On est entre nous dans des clusters, et ça crée une euphorie. Et cette euphorie a totalement fait disjoncter le secteur d'activité. Entre l'Eldorado et la réalité, et de l'autre côté, les ultra pessimistes qui disent qu'il n'y a pas de secteur d'activité, il n'y a pas de potentiel pour la silver economy, la réalité, elle est quelque part entre les deux, vous voyez. Donc, quand on lit, il y a des chiffres, par exemple, qui sortent du style 56% des seniors réfléchissent à une résidence senior, ce qui est énorme.
Oui, mais il faut savoir combien ce chiffre a été obtenu. Ce chiffre a peut-être été obtenu de manière réelle et sérieuse dans une étude, mais il ne faut pas en tirer la conclusion que le marché est de 56%. Non, le marché, moi j'avais calculé, il est environ de 4,1%. Son calcul par rapport vraiment pourquoi les gens vont en résidence senior. Et je sais de quoi je parle puisqu'on en a créé, puisqu'on a notre propre résidence senior à Berlin. Donc on n'est pas en train de se dire que 100 000 ou 200 000 seniors à Berlin vont venir habiter notre résidence. Non, non, on parle de beaucoup moins de personnes. Donc, par rapport à l'euphorie qui fait en sorte que la plupart des startups qui ont des prix dans les différentes remises de prix ne se sont pas développées autant qu'elles le voudraient, et une grande part s'est arrêtée de travailler. Donc, face à l'euphorie, il faut prendre du recul, se poser et prendre vraiment du recul, avoir des amis extérieurs à la silver economy qu'il nous faut prendre du recul, ou travailler avec des gens comme moi qui sont très cash, très direct, et très, j'espère, que je pense pouvoir le dire, très réaliste. Et ensuite, lorsque vous voyez un chiffre circuler, il y a intérêt à le valider. Quand vous avez un chiffre, un avis, une opinion émise par quelqu'un, même par moi à la limite, en conférence, ou même dans cette vidéo, il faut être critique par rapport à ce que je vous dis, être critique par rapport à ce que d'autres sur Paris vous disent, et prendre du recul. Savoir quel est l'intérêt de la personne qui sort 56% pour les résidents seniors, quel est son intérêt. Pourquoi est-ce que cette personne vous sort ce chiffre en question? Si un syndicat professionnel vous sort un chiffre, effectivement, le syndicat professionnel ne va pas sortir un chiffre qui soit en sa défaveur, en défaveur de ses membres. Donc, sera forcément orienté. Quelqu'un qui a une start-up et qui veut attirer des investisseurs, il a intérêt à faire une étude quantitative au téléphone, un peu orientée dans les questions, pour gonfler son chiffre, pour gonfler le marché potentiel et attirer des investisseurs plus facilement. Donc il y a vraiment un recul à avoir, parce que certains prennent le 56% dans les résidences seniors comme pour argent comptant, et se disent « Oh, il y a un marché gigantesque, moi j'habite une ville de 4000 habitants, il y a les seniors, 56%, c'est bon, j'en crée une. » Mais non, il faut environ 30 000 personnes dans une ville, dans une zone de chalandise, pour pouvoir créer une résidence senior qui fonctionne de manière à peu près rentable. Donc c'est pas tout à fait pareil. Donc, prenez du recul et validez ce qui est proclamé. Même ce que je vous dis dans cette vidéo, soyez critique, faites votre propre opinion et validez ce que je vous dis, parce qu'à la limite, ce qu'on annonce, ce qu'on dit, est toujours vrai dans une certaine circonstance et toujours faux dans une autre circonstance. Alors justement, comme il y a une euphorie et puis que des financeurs se sont fait mousser, se sont fait avoir par exemple par rapport à des entrepreneurs qui exagéraient, des acteurs qui exagéraient, des capitaux risqueurs, des investisseurs, des financeurs, des caisses de retraite se sont fait un petit peu avoir, pour pas être plus vulgaire. Maintenant, ces professionnels sont beaucoup plus critiques, voire même à l'extrême, sont très critiques et vont mettre en doute ce que vous dites. Donc, lorsque l'on voit lorsque je vois des entrepreneurs qui annoncent des chiffres, je m'en fous en fait. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils me prouvent par A plus B, qu'ils me montrent la méthode de calcul qu'ils ont utilisée pour prouver le bénéfice d'un produit. Si vous développez un produit pour les EHPAD, vous allez devoir, à mon sens, prouver que votre produit apporte une réduction de coûts aux EHPAD. Vous allez devoir prouver que, par exemple, les salariés mettront moins de temps pour réaliser leur travail et leur tâche sera moins pénible. Donc, il y a besoin de prouver. Effectivement, les professionnels ont été quelque peu, et à mon avis, il est entre parenthèses, vous voyez pourquoi, refroidis par les promesses de la silver economy. Quand on annonce que 56% des seniors sont intéressés par une résidence senior et que ça laisse supposer que le marché est là,
alors que le marché il est 10 fois plus petit, même beaucoup plus que 10, enfin même, à mon avis, 12 fois plus petit, on comprend mieux que certains ont été un peu déçus lorsqu'ils ont vu que leur résidence senior, ça ne fonctionne pas, quoi. Donc vraiment, si vous voulez vraiment trouver les investisseurs maintenant sur la silver economy, comme l'euphorie, la bulle, enfin l'euphorie c'est un peu comme Internet en 2000, hein, l'euphorie de la silver economy est vite retombée, on a de plus en plus d'articles qui disent il n'y a pas de marché, ça démarre pas. Encore récemment, j'ai vu un article qui disait qu'il n'y avait que 8000 créations d'emplois dans la silver economy contre 300 000 prévues. Bon bref, les deux chiffres pour moi sont faux, mais bref. En tout cas, voilà, les gens sont au courant maintenant que, bon, certains ont un petit peu joué de pipeau et voilà, dommage pour les suivants. Hein. Pour ceux qui suivent, maintenant, on doit prouver le bénéfice pour le client et notamment pour les financeurs. Répondre à un besoin fort, ça j'en parle très souvent. Avec la baisse le pouvoir d'achat des retraités, avec la stagnation des retraites, avec la hausse des prix comme les cotisations, des mutuelles, par exemple la hausse de l'énergie, bon bref, ce qu'on entend parler à longueur de journée dans les médias, le pouvoir d'achat des retraités va progressivement baisser. Et ça, moi je le dis depuis très longtemps. En 2010, on avait fait une étude, et dès 2010, on prévoyait une baisse de pouvoir d'achat des retraités d'environ 8% entre 2010 et 2020. Et à mon avis, on aurait été encore généreux parce que c'est plus que ça, la baisse. Donc, il va y avoir une baisse des retraites, il va y avoir une baisse du niveau des retraités. Et bien évidemment, lorsque chacun d'entre nous, on a un pouvoir d'achat qui baisse, eh bon, on va moins acheter certains produits, et plus d'autres, en tout cas, on va réorganiser sa consommation. Et si on regarde bien, ce qui va rester dans l'achat, généralement, notamment sur des gens comme les seniors, qui sont des gens qui sont plus posés et moins sensibles aux modes et aux achats impulsifs, ce qui va rester, c'est les produits, j'allais dire de nécessité, en tout cas c'est les produits sur des besoins forts. Donc vous trouverez une autre vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle de ce sujet, de répondre à un besoin fort. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a une retraite qui baisse, son besoin n'est pas d'avoir un ordinateur qui soit simple d'utilisation, ou une tablette tactile qui soit simple d'utilisation. C'est pas ça son besoin. Son besoin, c'est de rester en contact avec ses enfants et ses petits-enfants pour qu'ils puissent venir l'aider en cas de besoin, pour être aimé. C'est ça les besoins. Et la facilité n'est plus un besoin, est un moyen d'obtenir cet amour ou cette aide, ce contact. Donc, pensez à bien développer votre produit, votre service sur un besoin qui est très fort. Sinon, effectivement, votre produit aura beaucoup moins de chances de développer car parce qu'en fait, il ne répondra pas vraiment à un besoin fort et que les seniors vont le juger non intéressant ou non important et remettront l'achat de votre produit à beaucoup plus tard. Se différencier fortement de ce qui est utilisé actuellement. Il y a 12 ans à peu près, ce Piquet s'était aperçu que des personnes avaient du mal à ouvrir les boîtes de conserve, des sardines notamment, et avait mis une langue, notamment les seniors, et avait mis une languette pour que les seniors puissent ouvrir la boîte de conserve plus facilement. Et cette languette a été supprimée assez rapidement. Et pourquoi? Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, ça a été que même avec la présence de la languette, les personnes qui avaient des difficultés à ouvrir ces boîtes de conserve avaient trouvé un palliatif, un couteau, un ciseau, quelque chose, et que ces personnes continuaient à utiliser le comportement qu'elles avaient trouvé pour pallier au problème.
Et la languette, en fait, elle avait été jugée très bien, mais pas assez bien pour changer de comportement. Et les personnes âgées ont continué à utiliser un couteau ou des ciseaux pour ouvrir les boîtes de conserve. Donc ce que je veux vous dire, c'est que si vous développez un produit ou un service pour les seniors, c'est que vous allez bien sûr proposer un bénéfice par rapport à une problématique, par rapport à une envie, par rapport à une situation, par rapport à une demande. Et là, effectivement, il faut voir les usages qu'ils ont déjà, parce qu'effectivement, autant vous répondez à une problématique, donc c'est vous qui allez créer la réponse, en fait, mais ce n'est pas vous qui avez créé la problématique. Et donc la problématique existait bien avant que vous ayez lancé votre produit, votre service. Même que vous en ayez eu l'idée d'ailleurs. Donc jusqu'à présent, les retraités, même tout le monde, dans tous les cas de figure, on ne vous a pas attendu. Donc les personnes âgées, puisqu'on parle de la silver economy, ont mis au point des comportements pour résoudre le problème qu'elles rencontraient. Votre solution, en fait, si vous voulez qu'elle fonctionne sur ces personnes en question, va devoir être beaucoup plus importante, beaucoup plus impactante, beaucoup plus facilitante, beaucoup plus en tout cas, plus forte que l'usage qui existe avant que votre application, votre produit, service ne soit proposé. Sinon, effectivement, il y a une partie des seniors qui va être intéressée par votre produit. D'ailleurs, ça sera peut-être suffisant pour ce que vous voulez faire. Je ne dis pas que c'est mal. Mais il y a une autre partie qui sera intéressée, mais qui va juger que la solution alternative qu'ils avaient développée avant est tout à fait satisfaisante et fonctionne très correctement. Donc, vraiment penser, et ça porte un terme, j'arrive pas à retrouver le terme, ça porte un terme en ergonomie, vraiment voir effectivement l'usage existant et proposer un bénéfice et arriver à le communiquer de façon à ce que la personne âgée trouve que la solution que vous proposez est meilleure que l'usage, que le comportement qu'elle a jusqu'à présent. Prévoir sur plusieurs générations. Donc effectivement, les chefs d'entreprise, les 112 qu'on a interviewés, il y en a une petite partie qui a fait le travail, et il y en a une autre effectivement qui risque plus tard de rencontrer des difficultés. Donc je vais vous donner un exemple de ce qu'on a fait à Berlin avec la résidence senior, pour que vous compreniez bien ce dont je veux parler. Donc à Berlin, on a ouvert au mois de novembre une résidence senior. En fait, c'est un hybride entre un Airbnb et une résidence senior. Et on l'a entièrement co-créé avec des seniors. Il faut savoir qu'en résidence senior, on y rentre environ vers l'âge de 75 ans, au-delà même des fois. Donc c'est pour des seniors qui sont tout à fait autonomes, pas du tout dépendants. Et c'est des appartements adaptés au confort, on va dire, adaptés à ce que veulent des personnes de cet âge-là, avec des services qui sont à la carte et qui sont plus ou moins utilisés, plus ou moins développés en fonction des besoins et du vieillissement des locataires. Donc on a créé cette résidence avec des personnes qui ont 75 ans, co-créées, et notamment bien sûr, et on l'a aussi fait valider par des personnes qui ont entre 55 et 60 ans, pour bien être sûr que les baby-boomers plus tard, ou les jeunes baby-boomers, seront également intéressés par la résidence senior. Parce qu'effectivement, on peut très bien faire une résidence senior qui soit très adaptée à la génération actuelle des seniors. Et comme les baby-boomers sont une génération qui est très différente, ceux entre 55 et 70 ans, il se peut que les baby-boomers ne soient pas vraiment intéressés par la résidence senior. Et ça, c'est vrai pour tout type de produit, même pour des marques seniors. Donc, il y a une différence, il y a plusieurs différences qui sont apparues, notamment à l'accueil. Donc, dans la résidence senior, il y a un accueil avec une personne à l'accueil, et les seniors plus âgés ont jugé très intéressant d'avoir une personne à l'accueil pour leur sécurité. Et là, il y a une erreur à ne pas faire. Le besoin de sécurité, effectivement, il monte avec l'âge, peut-être, mais en tout cas, c'est un facteur de génération. C'est les seniors à l'heure actuelle qui apportent beaucoup plus
d'importance à la sécurité que les baby-boomers. Et donc, ce que l'on a, c'est que autant la personne à l'accueil de la résidence senior rassure les seniors à l'heure actuelle, et il la faut bien sûr, autant les baby-boomers nous ont dit que c'était un manque de liberté et que la personne à l'accueil allait pouvoir les surveiller, savoir qui rentre à l'accueil, certains parlent d'amants et d'amantes. Voilà, si je fais rentrer mon amante ou ma maîtresse, la personne à l'accueil va le savoir. Donc nous, ça ne nous va pas. Et donc, on a créé, pour satisfaire ces futurs seniors, et d'ailleurs ça c'est aussi accepté par certains seniors actuels, c'est qu'on a créé une deuxième entrée à l'extérieur, qui est utilisable uniquement par les résidents, et avec des systèmes de cartes, etc., et puis de clés spécifiques. Et dans cette deuxième entrée, il n'y a pas de personnes à l'accueil. Voilà. Donc, on essaie de pallier les deux et de répondre aux deux générations. Donc là, c'est pareil. Si vous développez un produit ou un service sur la Silver Economy et que vous le développez à destination des seniors à l'heure actuelle, par exemple à destination des plus de 75 ans, si votre produit est basé sur un besoin d'âge, en fait, au fur et à mesure qu'on vieillit, plus on le consomme, donc là, ça peut aller. Et encore, il y a des cas où il faut vraiment vérifier. Par contre, il se peut que votre produit ne correspondra plus vraiment aux baby-boomers, ceux qui ont un peu moins de 74 ans. Et le temps que vous développez votre produit et qu'il soit mis sur le marché et qu'il soit commercialisé, les seniors auront vieilli, et vous allez cibler non pas les seniors actuels, mais les baby-boomers. Et il se peut que les baby-boomers ne soient pas intéressés par votre produit, car ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent, ou sinon ils ont envie, bref, il y a des très fortes différences. Donc l'inertie du développement d'un produit tel que le vôtre, par exemple, peut être telle que lorsqu'il est opérationnel, vous avez ciblé, vous n'êtes plus en phase avec la génération avec laquelle vous l'avez co-créé. Donc, il faut vraiment voir cette inertie et bien valider sur différents avatars, enfin sur des avatars de différentes générations, voir si votre produit va vraiment bien correspondre à cette offre. Autre point important, effectivement, et ça a été sous-estimé, la plupart le disent, nous avons sous-estimé le temps de développement d'un produit à destination des seniors. Alors, en moyenne, effectivement, mais ça j'arrive pas à on l'a jamais mesuré en fait, on l'a jamais, si on l'a mesuré, mais on l'a jamais démontré par expliquer le pourquoi, etc. Le temps moyen d'acceptation d'un produit depuis son développement, son lancement et d'acceptation par les seniors et les clients, le temps moyen est plus long que pour un produit pour les jeunes générations, ou voire pour les adultes. C'est plus long pour plusieurs raisons, mais c'est la hiérarchie des raisons que je ne sais pas. Pour plusieurs raisons, c'est parce que les seniors sont très équipés, les seniors sont très posés et sont beaucoup plus réfléchis que les jeunes et se posent plus de questions avant d'acheter. Parce que les seniors procrastinent et sont en déni de certains projets, de certaines situations, et donc remettent à plus tard, on verra bien plus tard. Parce que les seniors ont leur retraite qui baisse, bref. Et parce que les seniors en magasin prennent plus de temps pour acheter. Donc l'ensemble, et puis aussi parce qu'il y a aussi dans certains produits, notamment sur l'aménagement du domicile, des aides financières. Et obtenir ces aides financières, ça prend beaucoup de temps. Par exemple, les entreprises qui vendent des monte-escaliers peuvent attendre plusieurs mois l'acceptation d'un dossier de financement par des organismes agréés pour leurs clients en question. Donc, il faut vraiment prendre en compte cette considération que le temps de commercialisation d'un produit, le temps pour mettre sur le marché un produit pour qu'il soit acheté, généralement est long. Et il faut avoir prévu de tenir financièrement ce temps. Sinon, effectivement, beaucoup d'entreprises ont eu raison trop tôt.
ont développé des produits qui correspondaient bien à la demande, l'ont bien développé, l'ont concret, avaient trouvé des premiers investisseurs, moi-même avait trouvé des distributeurs, mais ils n'avaient plus les reins suffisamment solides, les finances, pour pouvoir faire cette course de fond. C'est vraiment un marathon des fois, et il faut tenir ce marathon, et certains projets se sont arrêtés juste devant la ligne d'arrivée parce qu'ils n'avaient plus les moyens de continuer, et c'est vraiment dommage. Donc, bien voir le temps est long, le temps et le développement d'un produit est plus long. Donc comment estimer le temps de développement de votre produit? Simplement, c'est en discutant avec des personnes qui sont déjà sur un secteur d'activité tel que celui dans lequel vous voulez vous développer, ou alors si vraiment votre projet est très innovant, essayez de voir avec des produits et des services qui sont un petit peu en raccord, qui s'en rapprochent, de façon à pouvoir vous caler et comprendre vraiment le temps que ces entrepreneurs ou ces entreprises ont mis pour développer leurs produits. Une grande partie des projets et des produits ou des services sur la silver economy sont tributaires de facteurs extérieurs. En février de cette année, un chef d'entreprise en France m'appelle et me dit « Oh là là, il y a un député qui a fait voter un amendement, ça modifie et ça réduit le crédit d'impôt des produits que je vends. » C'est en fait, ces clients, avec cet amendement, vont avoir moins de crédit d'impôt pour investir dans le produit qu'il lui proposait. Alors ça, c'est une incidence très directe sur sa situation à l'heure actuelle, et notamment sur le développement de son produit. Donc vous avez pas mal de services pour des services qui bénéficient de niches fiscales, de crédits d'impôt et autres, c'est les services à la personne. C'est aussi l'aménagement de domicile, par exemple. Bon bref, beaucoup de services sont sujets à des aides financières, et que d'un jour sur l'autre, quelqu'un peut pratiquement les supprimer. D'ailleurs, dans le service à la personne, des aides ont été progressivement, pas toutes supprimées, il en reste encore, mais il y a eu pas mal de suppressions d'aides qui a été développée en 2005 par Borloo. Et donc, il faut bien valider, et moi je regarde très attentivement ces sujets-là, c'est quid de votre projet s'il bénéficie d'un crédit d'impôt et que ce crédit d'impôt n'existe plus, soit supprimé ou est raboté. Parce que penser que les finances publiques auront les moyens de faire des crédits d'impôt, de maintenir les crédits d'impôt au niveau où ils le sont, notamment sur l'aménagement de la salle de bain, avec l'arrivée des baby boomers en masse, en âge d'acheter ces produits en question, pour moi c'est vraiment faire un pari sur l'avenir. Donc il se pourrait très bien que plusieurs crédits d'impôt soient supprimés. Donc ça, c'est certains types de facteurs extérieurs. Mais d'autres facteurs extérieurs, c'est des acteurs importants, des distributeurs importants, qui peuvent freiner ou empêcher votre développement. Supposons que vous vouliez vendre des produits alimentaires aux EHPAD. Vous avez des distributeurs qui existent, qui livrent les produits alimentaires aux EHPAD. Si ces services de distribution refusent votre produit, vous aurez du mal à être référencé. Pareil dans la pharmacie. Un produit, je prends par exemple ST Plastics, qui est le leader, qui est un très gros plasturgiste en Isère et qui fabrique beaucoup de produits dans la santé, dans le plastique de la santé, comme les mouches bébés par exemple. Ils sont leaders en nombre de piluliers vendus en pharmacie. Mais ils sont leaders parce qu'ils sont distribués notamment parce que les produits sont bons, mais aussi distribués par Cooper, qui est le grossiste, un des distributeurs très importants des pharmacies. Mais si Cooper arrête, voilà ce qui se passe. Donc, il y a des facteurs extérieurs. On a toujours des facteurs extérieurs, mais moi, à mon avis, et d'ailleurs c'est l'avis des entreprises qu'on a interviewées, il y a certains acteurs sur le marché senior qui sont soumis à trop de facteurs extérieurs de leurs décisions propres.
Donc peut-être regarder à ce point en question, de façon un petit peu peut-être ajuster votre projet. Parler de son projet, c'est aussi un point qui revient des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qu'on a interviewés. Effectivement, on s'aperçoit, mais ça c'est dans tous les pays, que ceux qui ont fait le plus parler d'eux intelligemment, donc pas uniquement tous les jours à nous abreuver de messages, mais intelligemment, sont ceux qui naturellement trouvent le plus facilement de partenaires. Donc c'est faire parler d'eux intelligemment dans les médias professionnels, en tout cas dans l'écosystème de la silver economy, par exemple en France, mais c'est vrai aussi en Allemagne. Et on s'aperçoit également que les investisseurs, par exemple, lorsque on les rencontre, généralement ils ont une liste d'entreprises dans lesquelles ils ont une idée d'investir. Et on s'aperçoit que cette liste, généralement, entre plusieurs investisseurs, est très souvent similaire. Et on s'aperçoit également que les noms qui sont dans ces listes en question sont ceux des startups ou des entreprises qui ont fait le plus de buzz au sein de l'écosystème. Et donc, c'est important de vous faire connaître dans des conférences, dans des communiqués de presse, sur nos différents sites. J'en parle dans une vidéo où j'explique comment se faire connaître l'écosystème, donc je vous invite à le regarder. Ou sinon, on a une formation sur le site silvereconomylinformation.com. Il y a une formation sur vraiment comment se faire connaître dans l'ensemble du secteur d'activité. Il faut faire des pitchs, participer à des concours. Bien sûr, pas à tous les concours, il faut être en cohérence. En tout cas, il faut que votre écosystème soit au courant que vous existiez. Il y a des secteurs d'activité, par exemple, sur la téléassistance par capteur, ce qu'on appelle la téléassistance actimétrie. Il y a environ une dizaine d'acteurs en France sur le sujet. Il y en a certains qui sortent du lot parce qu'ils ont fait le plus de buzz dans la profession. Et ensuite, pour aller voir des distributeurs téléassisteurs ou autres, en fait, ça reste quand même beaucoup plus facile pour eux. Donc, il faut définir, à mon avis, une campagne de communication, notamment si vous démarrez. Par contre, je voulais quand même vous dire que une part importante des entreprises qui fonctionnent vraiment sur le marché senior sont quasi absentes de l'ensemble des conférences sur la silver economy. Ils font leur petit bonhomme de chemin dans leur coin, dans leur propre écosystème, et bien sûr, ils n'ont pas besoin forcément de se faire connaître d'autres acteurs. Ce point-là, pour moi, et je pense que c'est le dernier, c'est le plus important, et c'est probablement celui où je suis, où nous sommes les plus forts. Dans tout ce que je vous ai dit, même si vous appliquez à la lettre tout ce que je vous ai dit, ça ne vous fera pas forcément réussir. Ce n'est pas bien connaître les seniors qui va faire réussir. C'est pas développer un bon produit qui va faire réussir. Et c'est le détail. Et j'en parle dans une autre vidéo, j'ai aussi un e-book complet sur ce sujet-là que vous pouvez trouver sur mon site frédéricsaria.com. C'est que le diable se cache dans les détails. Ce qui fait la différence entre les entreprises qui réussissent sur la silver economy, mais ça serait dans tous les secteurs d'activité, et les entreprises qui sont deuxième, troisième ou qui ont échoué, généralement c'est pas le produit, c'est pas le positionnement, c'est pas la marque, c'est un détail. Je prends un exemple. Récemment, j'ai rencontré deux chefs d'entreprise qui viennent vers moi également dans une conférence le soir, dans un événement plutôt, et ils me parlent de leur produit qui est un capteur de chute pour les téléassisteurs. Et ils sont tout fiers, ils me disent qu'ils l'ont développé avec une agence de marketing, j'ai chouette, c'était pas nous, dommage, et ils l'ont développé avec une agence de juristes. Et cette agence de juristes, alors je dis, alors si vous avez travaillé avec cette agence de juristes, je leur dis, vous avez bien vu qu'il y a un détail important, c'est que le gérant du téléassisteur à qui vous allez proposer le capteur, lui, il est responsable pénal de ce qui arrive chez son client. Alors là, il y a eu un silence, ils m'ont dit, ah bon, vous êtes sûr? J'ai dit oui, j'en suis absolument certain.
Et là, ils m'ont pas cru au début parce qu'ils m'ont dit, mais attendez, nos juristes l'auraient vu. Bah, je vous dis, il suffit que vous preniez le téléphone et vous parliez à certains dirigeants téléassisteurs, simplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des juristes dans tous les sens. Il faut simplement appeler les personnes concernées. Bah, leur produit n'est jamais né. Et ils ont arrêté leur produit parce qu'effectivement, le capteur de chute qu'ils proposaient n'était pas assez performant, donc des fois ne détectait pas des vraies chutes, ce qui causait un risque pénal pour les gérants des téléassisteurs. Donc c'est unique, pas que c'est pour cette raison, mais c'est aussi pour cette raison que ce capteur de chute n'a pas été développé. Donc les détails peuvent être un détail d'image, par exemple, peut-être un détail de législation, peut-être un détail de quelqu'un qui est important, qui peut bloquer votre projet, c'est peut-être une connaissance, un petit détail sur le comportement des seniors, bref. Il y a, c'est les détails qui font la différence, c'est ce qu'on appelle les facteurs clés de succès, mais c'est plus que ça, c'est les facteurs clés faibles de succès, ce qu'il faut vraiment une loupe pour les voir, et donc quand je dis la loupe, c'est vraiment une connaissance. Donc là, pour moi, il y a deux solutions, et les chefs d'entreprise et 112 qu'on a interviewés le disent également. Alors eux, ce qu'ils ont fait, beaucoup en fait, ils ont allé la fleur au fusil comme beaucoup actuellement, dans les 112 que nous avons interviewés, ont subi des échecs, ont réajusté, subi des échecs, ont réajusté, et donc ils ont quand même perdu du temps et de l'argent. Et ils disent que si ça avait été à refaire, ils auraient fait deux solutions. Soit ils auraient embauché quelqu'un qui connaissait bien le sujet dans lequel ils se développaient. Soit en fait, ils auraient fait appel à quelqu'un comme moi, ou à mes confrères, qui connaissons bien le sujet, et en plus moi qui ai un esprit un peu critique sur ces détails à force de pratiquer, on assiste, imaginons qu'on travaille ensemble, en fait, on pourra plus facilement voir les détails à prendre en compte, et qui font la différence entre un succès et un échec. Pour moi, c'est le point que je voulais vous dire qui est le plus important. Ce n'est pas le produit qui fait la différence, ce n'est pas la stratégie, ce n'est pas la marque, mais ce sont les détails. Et c'est les détails qui font la différence entre les succès et les échecs. Et certains consultants sur le marché senior ou les experts sur le marché senior ne parlent que de la demande des seniors. Un autre exemple des détails. En France, il y a environ une dizaine d'entreprises qui font des vêtements qui sont faciles à mettre et faciles à enlever. Et ils se sont dit, voilà, en EHPAD, les salariés sont fatigués pour faire les toilettes des personnes, il faut déshabiller les personnes, faire la toilette, etc. Donc on va leur proposer des vêtements simples à enlever et à enlever et à mettre. Donc là, c'est cohérent, ça paraît limpide. Il y a une demande, il y a une situation, et il y a un produit en face. Et donc, ils se sont rués là-dessus. Le problème, le détail, le suivant, c'est que les dirigeants d'EHPAD ne veulent pas généralement acheter ce type de vêtements, car ça pourrait être assimilé comme étant un uniforme obligatoire. Et je parlais avec une dirigeante d'EHPAD qui me disait, si on impose ce type de vêtements, on impose un uniforme, et on va nous taxer de priver de liberté nos résidents. Donc, on n'achète pas nous-mêmes ce type de vêtements, par contre, on permet à ces entreprises, quelquefois, de venir voir nos résidents, ou voir les familles des résidents. Mais là, le marché est beaucoup plus petit. Au lieu que ce soit l'EHPAD qui achète les vêtements pour 100 personnes, par exemple, il y aura peut-être une ou deux ventes par établissement. Vous voyez, ça va faire 50 fois moins. Donc, c'est ces facteurs clés de succès, ces petits détails, que je vous invite vraiment à analyser, et je suis bien sûr disponible pour travailler avec vous sur votre sujet pour vous aider à identifier ces petits détails, soit parce que je les connais par rapport à notre forte expérience, soit parce que nous avons la possibilité, parce que nous connaissons beaucoup de monde et que nous pouvons interviewer beaucoup de monde, nous avons bien sûr la possibilité d'aller les détecter assez facilement. Dernier point que je voulais un petit peu vous dire pour rigoler, c'était, bien sûr, il faut apprendre. Et je vous propose deux manières d'apprendre, de lire mon guide Silver Economy, donc la version 2019 va apparaître. Vous pouvez le trouver sur silvereconomyleguide.com, en un seul mot, silvereconomyleguide.com. Et sinon, vous pouvez voir ma chaîne YouTube, vous allez sur YouTube, vous avez Frédéric Serrière, et vous trouvez ma chaîne YouTube, et vous trouvez différentes vidéos sur différents sujets
que je publie régulièrement, et à mon avis vous trouverez des éléments intéressants sur la Silver Economy, de façon à vous comprendrez ma façon de penser, et vous aurez à mon avis des bénéfices à écouter et regarder ces différentes vidéos. Bien sûr, je suis à votre disposition pour échanger sur le sujet. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner en études, en réflexion stratégique et marketing pour le développement de votre produit, votre service sur le marché des seniors. Ce que j'ai pas dit dans cette vidéo, mais que je dis dans d'autres vidéos, c'est que pour moi, je fais une différence entre la Silver Economy et le marché des seniors. Silver Economy étant quand même défini comme des produits et services spécifiquement dédiés aux personnes âgées, alors que le marché des seniors est la consommation globale des plus de 55 ou des plus de 60 ans, ça dépend, en produits spécifiques, mais aussi en produits de consommation comme tous les jours, les tables, les chaises, les téléphones, etc. Mais aussi bien sûr en produits spécifiques. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, qui était, comme je vous le rappelle, était la présentation que j'ai donnée lors du salon Silver Economy Expo en novembre 2018. Si vous voulez me contacter pour échanger, voici mes coordonnées et le numéro du standard en France. Voilà, je vous remercie bien beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, cette formation, cette présentation, cette conférence jusqu'au bout. Merci beaucoup et à bientôt dans des conférences sur la Silver Economy et le marché des seniors.